Bienvenue sur Décodia, le balado qui démystifie l'IA en entreprise et vous aide à faire des choix éclairés dans un monde numérique en pleine transformation. Une initiative de Magog Technopole, présentée par Desjardins. Bienvenue dans ce 3e épisode de Décodia. Aujourd'hui, Martin Le Sauteur s'entretient avec Jonathan Guillemette, chercheur, entrepreneur et responsable du Venture Academy chez Mila Ventures. L'objectif, comprendre comment une expertise scientifique peut devenir un avantage entrepreneurial. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Décodia. Décodia, c'est une initiative de Magog Technopole, c'est un balado où nous décodons les grandes transformations qui redéfinissent l'économie, la société et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui parle de chercheurs-entrepreneurs. Pendant longtemps, les chercheurs faisaient avancer la science, puis les entrepreneurs transformaient ces découvertes en entreprises. Aujourd'hui, cette frontière disparaît. Les chercheurs deviennent eux-mêmes des entrepreneurs, créent des entreprises qui façonnent l'économie de demain. Pourquoi ce changement? Pourquoi maintenant? Surtout, qu'est-ce que ça signifie pour les dirigeants, les investisseurs des PME? Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Guillemette, chercheur, entrepreneur, responsable du Venture Academy au Mila. Bonjour Jonathan, merci de te porter au jeu. Salut Martin, bien heureux d'être ici ce matin. Peut-être que pour ceux qui connaissent pas tout à fait le Mila, est-ce que tu peux nous parler un peu de Mila? Moi, je connais le Mila comme le plus grand centre de recherche en intelligence artificielle au monde, puis c'est à Montréal, donc c'est un peu méconnu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Mila? En effet, donc exactement comme tu l'as dit, le Mila qui a été fondé par Yoshua Bengio, donc un des parrains de l'intelligence artificielle, avec Jeff Hinton et Yann LeCun, a créé le Mila il y a maintenant plusieurs années pour avoir ce centre de recherche de pointe-là, pour que les meilleurs chercheurs de la planète soient attirés à venir à Montréal pour poursuivre leurs études graduées en intelligence artificielle et significativement repousser les limites de ce que la science, en particulier en intelligence artificielle, est capable de produire. Donc, initialement, et à ce jour, ça reste un institut de recherche de pointe. Et récemment, donc il y a environ 1 an, une nouvelle branche s'est rajoutée au Mila, donc Mila Ventures, donc une branche qui est vraiment là pour aider à développer le côté entrepreneurial de ce style de personne, le chercheur-entrepreneur, ou en anglais le venture scientist, qui peuvent être des gens qui font des recherches en intelligence artificielle ou dans d'autres domaines de pointe de la science. Oui, c'est intéressant. On va en reparler un peu plus tard. Comment cette personnalité-là est particulière, parce que, tu sais, en gros, un entrepreneur, c'est quelqu'un de très dynamique, puis en anglais, je dis tout le temps fake it till you make it ». Donc, il y a une portion très vendeur d'un entrepreneur, puis dans la même personnalité, tu as un chercheur qui est un scientifique, qui a une démarche scientifique. Puis on va en reparler tantôt, comment ces deux personnalités-là peuvent devenir une personnalité. Avant d'aller là, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours académique, ton doctorat, et puis comment tu es arrivé toi-même, tu sais, à devenir un chercheur-entrepreneur, puis à l'idée cette opportunité-là au Mila? Oui, avec plaisir. Moi, j'ai terminé mon doctorat à McGill en physique, spécifiquement en électronique quantique, donc les matériaux à 2D. J'ai fait mon doctorat sur le graphène et ses propriétés électroniques. Pendant mon doctorat, j'ai aussi fait beaucoup d'études en éducation. Je me suis vraiment beaucoup amusé à l'aspect quantitatif de l'éducation, les meilleures façons prouvées empiriquement pour que les étudiants apprennent. Puis c'est ça qui m'a poussé à ensuite aller du côté de l'enseignement. J'ai pu être visiting scientist à Harvard dans un groupe qui combinait justement l'enseignement et la physique. J'ai passé du bon temps là, j'ai enseigné au cégep après, et puis j'ai fondé ma propre business qui a duré environ 7 ans. On a levé à peu près un peu moins de 10 millions en capital de risque. On a bâti une équipe qui, au pic, était un petit peu plus qu'une vingtaine de personnes. C'était centré au tout début sur de l'électronique qui allait dans des objets sportifs. Donc, on peut s'imaginer des rondelles connectées, des balles de baseball connectées, des ballons de soccer, etc. Et initialement, le but, c'était de pouvoir mesurer des choses qui n'ont jamais été mesurées afin de motiver les joueurs de ces sports-là
à pratiquer leur sport plus et à être capable de quantifier ces performances-là. Et au fil du temps, ça a pivoté pour devenir vraiment une application mobile centrée sur l'activité physique qui avait une composante de mesure intégrée, donc utilisant les données des gyroscopes, des accéléromètres au sein du téléphone pour être capable de mesurer automatiquement si les gens faisaient quelque activité physique que ce soit et être capable de compter et détecter si les gens essayaient de tricher. Donc, tester l'hypothèse de si c'était possible de rendre les gens digitalement accros à l'activité physique. Et la réponse courte, c'est on peut. Donc, ça a été très excitant. L'application s'est rendue à peut-être autour de 200-250 000 usagers. C'était un exemple de rétention. Donc, on était dans les meilleurs chiffres de rétention comme application mobile partout au monde. Mais malheureusement, le côté marketing, qui est certainement une faiblesse des chercheurs entrepreneurs, a fini par faire un peu trop mal. Notre lead pour la dernière ronde a fini par ne pas se produire non plus, donc ça nous a laissé dans une position assez difficile à la toute fin. Puis, malgré énormément d'efforts, ça n'a pas eu la fin espérée. Espérée. Ça fait partie de la thèse d'investissement de beaucoup de monde. C'est malheureux. Exact. Fait que toi, tu es un exemple vivant de chercheur-entrepreneur. Donc, tu es capable d'appliquer ça, de cette capacité-là d'être un chercheur, mais aussi de voir la vision marketing puis de lier ça ensemble. Oui, et j'ai dû apprendre ça. Quand j'ai commencé, j'avais exactement le même profil que la plupart des chercheurs-entrepreneurs que je croise aujourd'hui dans mon quotidien. Et je dois cet apprentissage-là aux gens qui m'ont entouré dans ma business avant. Mon cofondateur John Morris, des gens qui sont dans l'écosystème depuis longtemps comme Justin Evans, des gens qui ont vraiment aidé mon parcours et ma croissance et être capable de m'expliquer ça. Et si un jour quelqu'un leur demande, je suis persuadé qu'une des raisons qui ont fait ça avec moi, c'était l'aspect coachable. Donc, l'idée de dire, je sais certaines choses et il y a plein de choses que je ne sais pas. Et je sais que ces gens-là vont pouvoir m'aider à grandir dans ces dimensions-là qui sont essentielles au rôle d'entrepreneur, mais qui ne sont certainement pas des forces chez moi quand j'ai commencé ce parcours-là. Et au fil du temps, j'en ai appris quelques-unes. Il y en a quelques-unes où je suis devenu bon, puis il y en a d'autres où ça ne sera jamais une grande force chez moi. Donc, je vais trouver d'autres gens pour m'aider avec ça. Ah, c'est bon. Puis, tu sais, au cœur d'opportunité du Venture Academy au Mila, tu sais, le Mila, moi, j'ai entendu parler que ça a été critiqué assez souvent pour être la pépinière des chercheurs pour Facebook puis des gros de GAFA. C'est un endroit où tu sais, les meilleurs chercheurs veulent travailler avec les meilleurs chercheurs. Fait que le Mila a créé cet épicentre-là de la recherche en IA, mais en même temps devenu une espèce de pépinière pour toutes les grandes entreprises. Qu'est-ce qui fait que toi, par exemple, tu es encore au Mila parce que tu as dû avoir des offres d'emploi incroyables de grandes sociétés partout à travers le monde? J'ai pas ce profil-là, puis je dirais que c'est pas tant une critique, c'est un phénomène assez généralisé au Canada où les institutions académiques de pointe que nous avons forment un excellent pipeline de talents pour les compagnies dans ces domaines-là. Donc, le Mila a formé et forme toujours des chercheurs qui graduent à la fine pointe de la technologie dans des domaines extrêmement en demande. Au tout début de l'endroit physique où se situe le Mila, il n'y avait aucune grosse compagnie de tech autour. Et maintenant, à un jet de pierre, il y a du Google, il y a du Facebook, il y a du ServiceNow, il y a plein de grosses compagnies américaines qui, évidemment, voient un avantage stratégique à être à moins d'1 kilomètre de l'endroit qui forme les meilleurs esprits au monde. Et on voit la même chose à Boston avec les compagnies pharmaceutiques de l'autre côté de la rue, des grandes écoles de pharma de Harvard, de MIT. Donc, c'est pas un concept qui est nouveau que les compagnies se rapprochent des endroits où les meilleurs talents sont formés. L'exemple personnel là-dedans, c'est que de tous les gens avec qui moi j'ai gradué au doctorat, ma cohorte, si on veut, là, qui était à peu près timée, je suis le seul qui est encore au Québec. Pour toutes sortes de raisons. Mais donc, c'est pas un phénomène qui est nouveau, c'est pas propre au Mila. Les gens qui finissent par avoir des doctorats forment une main-d'œuvre extrêmement qualifiée pour laquelle les grandes compagnies se battent pour être capables d'avoir accès à cette main-d'œuvre-là. Parce qu'ils savent qu'ils ont un savoir unique
est très précieux qui peut aider les compagnies à faire avancer leurs buts commerciaux. Donc, le Venture Academy, cette opportunité-là, sert un peu à essayer de garder les talents ici, à créer des entreprises, à garder cette connaissance-là au Québec, au Canada, en fait. Est-ce que c'est un peu l'objectif? Absolument. Donc, Ventures au complet, pas juste le volet Académie ou Bootcamp. Ouais. Il n'y a aucun programme en particulier, mais Ventures au complet regarde les données, se dit « Wow, il y a vraiment beaucoup de talents du Milan qui décident ensuite d'aller fonder des compagnies ailleurs, notamment dans la Silicon Valley. » Et l'idée est venue de dire ben, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de les garder ici? Ils sont ici. Il y a toutes les conditions pour réussir au niveau early stage des startups sont toutes réunies ici. Il y a vraiment aucune raison de ne pas être capable d'aider à propulser ces startups-là au stade de pré-amorçage ou pre-seed ou amorçage seed dans la grande majorité des cas. Encore plus que ça, avec tout le vent dans le dos de toute l'intelligence artificielle, bien, il y a énormément de disciplines qui commencent à combiner leur domaine avec de l'intelligence artificielle. Donc, avoir un institut comme le Milan, avec toute la puissance et la connaissance qu'ils ont dans ce domaine-là, devient très fertile comme terreau pour venir mélanger ça avec toutes sortes d'autres domaines de pointe, que ce soit l'électronique, que ce soit la physique, que ce soit l'agriculture même. J'ai des compagnies dans le bootcamp en ce moment qui sont vraiment en train de complètement changer comment leurs industries vont se comporter parce que l'innovation à l'intersection de la science de pointe, quel que soit le domaine, avec l'intelligence artificielle, ça finit par débarrer des innovations complètement révolutionnaires. Puis pourquoi ça arrive maintenant? L'intelligence artificielle, ça fait un petit... il y a eu le machine learning, il y a eu une évolution, puis on voit comme l'évolution est rapide puis elle s'accélère. Pourquoi maintenant, plutôt qu'il y a 2 ans, 3 ans? C'est quoi le phénomène? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, ça soit le bon timing pour mettre ça en place? Bien, il y a 2-3 ans, 3 ans, c'était pas mal le moment de ChatGPT, la première version qui n'était pas juste un gadget semi-inutile qu'on se demandait quoi faire avec. Donc, à partir de environ il y a 3 ans, il y a un peu comme un starting gun qui a été lancé et tout le monde a commencé à se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Où est-ce qu'on peut rajouter ça à certains morceaux existants? On commence aujourd'hui à voir, je ne sais pas si tu as déjà vu la courbe gaussienne là, des early adopters. Et Ouais. Donc, dans certains cas, on commence à changer de case. On voit l'appétit des entreprises qui est grandissant, même si comment le faire, où le faire, comment le faire de manière sécuritaire, c'est tous des enjeux encore très d'actualité. Fait que le why now, c'est vraiment parce que la maturité de la technologie au niveau de l'IA et les gens qui réfléchissent à leur domaine avec la connaissance que ceci existe, cette intersection-là, elle est peut-être âgée de 1 an maximum. Okay. 1 an et demi peut-être. De vraiment être capable de réfléchir à cette intersection-là avec les outils de pointe en tête. C'est une chose que ChatGPT sorte sa version 3 qui était excellente. Après ça, c'est de commencer à réimaginer sa discipline avec la connaissance de qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment ça peut révolutionner mon champ d'expertise en électronique ou en je ne sais pas quoi. Donc, cette combinaison-là fait en sorte qu'on est à un excellent moment pour bâtir cette nouvelle vague de startups qui vont changer leurs industries. Puis, la connaissance est devenue comme un actif stratégique pour les entreprises. Moi, je suis un peu le domaine là, de l'investissement puis du VC, puis on voit que le phénomène où les VC n'investissent plus dans les compagnies de technologie qui n'ont pas de la recherche fondamentale ou de la connaissance comme un actif stratégique qu'ils peuvent protéger pour créer un différenciateur. Fait que, on parlait l'autre jour là, de la fin des SaaS, le SaaS-pocalypse qu'on appelle, là. L'apocalypse des compagnies SaaS qu'on regarde comme les compagnies SaaS qui n'ont pas intégré l'intelligence artificielle assez rapidement, ont perdu beaucoup de valeur boursière, etc. Peux-tu nous parler un peu comme, toi,
tu es dans le Venture Academy, il y a un fonds de 100 millions là, qui a été créé là, par le MILA pour aider les entreprises, investir dans ces entreprises-là, prendre des chercheurs, les faire des entrepreneurs, mais pas seulement ça, mais avoir du capital d'investissement derrière ça. C'est quoi la thèse d'investissement euh, à la base à la base de ça? Exact. Donc, le Venture Scientist Fund, qui est en effet co-créé par le MILA et Innovia, la thèse, c'est vraiment qu'à cette intersection de l'intelligence artificielle et de la science de pointe, existent des compagnies qui vont complètement bouleverser et chambouler des industries. Donc, comme le nom du fonds l'indique, le Venture Scientist Fund, au cœur des équipes qui vont chercher à être supportées financièrement, on s'attend à avoir un Venture Scientist. Et ce profil-là, de par, comme tu l'as mentionné, son actif de connaissances, sa façon de voir le monde assez unique, est vraiment une ressource inestimable pour la compagnie. Et c'est quelque chose qui, en termes VC, là, le moat, là, la connaissance commence à être un moat. Et c'est en contraste complet de il y a 5, 7, 8 ans où la mode était beaucoup plus à dropper son bac, être un Stanford ou un Harvard dropout était le meilleur signe pour un fonds d'investissement de dire, OK, tu as été assez bon pour rentrer, puis là, tu veux quitter et partir de ta propre business, merveilleux. C'est le meilleur signal que tu peux avoir, voici de l'argent. Alors que là, je pense que le pendule est en train de revenir à dire, wow, il y a des choses qui s'acquièrent au fil du temps. Un doctorat, ça ne prend pas 5 minutes. Tu ne peux pas googler ton doctorat. C'est vraiment de contribuer de la nouvelle science à la société. Donc, avec ça vient une façon de voir le monde qui est assez spéciale et être capable d'allier tout ça, la curiosité scientifique, être capable de repousser son domaine, être capable de contribuer des morceaux nouveaux et ensuite d'avoir beaucoup de qualités entrepreneuriales, fait en sorte que ce profil-là de venture scientist, qui n'est pas nouveau d'ailleurs, est vraiment le target et le cœur de la thèse du fonds. Puis ce profil-là, si on regarde un peu n'importe quelle génération de compagnies de technologie, si on retourne il y a 20-25 ans, que ce soit les Google de ce monde, Sergey et Larry se sont rencontrés au doctorat à Stanford, qu'ils ont fini par dropper. Si on retourne encore plus loin avec Intel, c'est qui les gens qui ont fondé Intel? Ben, c'est des gens qui étaient chez Fairchild, puis qui étaient tous des doctorats. Les Bob Noyce, les Gordon Moore, les Andy Grove, c'est tous des gens qui ont des doctorats. Plus récemment, évidemment, dans toute la foulée des grosses compagnies à la OpenAI, Anthropic, ou au Canada, Cohere. Aidan Gomez, Nick Frost, c'est des gens qui ont des doctorats, qui ont même écrit, dans le cas d'Aidan, le papier des Transformers, Attention is all you need. En termes de venture scientist, c'est vraiment l'apogée, le poster child pour la discipline d'intelligence artificielle. Okay. Si on regarde dans d'autres disciplines, des gens comme Ali Ghodsi, quelqu'un qui a fait son doctorat en informatique, qui a ensuite fondé Databricks, c'est un merveilleux profil. Maurice Chang de TSMC, donc la compagnie qui fabrique toutes les puces, c'est quelqu'un qui a fait un doctorat en génie électrique. Donc, on regarde un peu sous les compagnies de tech où les fondateurs ont joué des rôles exceptionnels, on voit que il y a un profil qui se ressemble. Il y a un pattern. Okay. Donc, ce profil-là de venture scientist, l'amalgame d'une connaissance de pointe qui a été méritée à la force d'années d'études poussées et certaines qualités personnelles, entrepreneuriales, de dire, il y a quelque chose d'excitant, il y a un problème que cette nouvelle connaissance-là est capable de régler d'une façon complètement nouvelle qui va vraiment changer l'industrie. Donc, c'est vraiment la thèse la personne du venture scientist. Avec ça vient aussi des enjeux là, de propriété intellectuelle, gouvernance, qui n'existaient pas auparavant, là, parce que tu as toute espèce de concentration de la connaissance autour d'un individu qu'il faut protéger, au profit de l'entreprise. On dit souvent que l'entreprise, éventuellement, se dissocie de l'individu pour être pérenne dans le temps. Comment ça fonctionne, ça, d'être capable de dissocier
d'individus de l'entreprise. Puis les exemples que tu donnes, ces entrepreneurs-là sont tous très présents dans l'entreprise. Ils jouent tous un grand rôle de leadership. Au début, évidemment, quand l'entreprise est une personne, 5 personnes, 10 personnes, évidemment, tout le monde joue un gros rôle dans ces moments-là. Donc, la dissociation dont tu parles, c'est quelque chose qui se passe beaucoup plus tard dans l'histoire de l'entreprise, après plusieurs rondes de financement et qu'il y a un certain momentum qui a été atteint. Pour les stades d'entreprise qui nous intéressent chez Mila Ventures, on est toujours au stade où l'entrepreneur fondateur, un cofondateur avec le profil Venture Scientist, joue un rôle actif essentiel au sein de l'entreprise. D'ailleurs, c'est, comme je disais, une des raisons pour lesquelles l'aspect financier va suivre la compagnie dans beaucoup de cas. Puis le fonds Venture Scientist, il n'est pas limité au Mila. C'est un fonds canadien. Tous les étudiants en doctorat, peu importe l'université canadienne, peut contribuer. Partout. Donc, il n'y a pas une thèse d'investir strictement dans des compagnies québécoises ou canadiennes. Le but, c'est que nous ayons les ambitions les moyens de nos ambitions. Donc, si on arrive à créer des compagnies extrêmement intéressantes, que ce soit chez Mila Ventures ou dans d'autres endroits, qu'il y ait après ça le support pour les encourager financièrement, donc faire une ronde de pre-seed, faire une ronde de seed, pour être capable de dire oui, on y croit, go. Et dans l'écosystème canadien, il a été identifié que cette tranche-là en était une où le support pourrait être plus grand, et donc c'est le créneau qui a été visé par le fonds. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, toute autre source de capital n'est pas la bienvenue. Ça ne veut pas dire qu'il faut investir avec personne. Ça veut juste dire un fonds de plus qui vise une thèse particulière, un profil particulier et qui veut vraiment aider ce genre d'entreprise-là à déployer ses ailes et passer au prochain niveau. OK. Puis, est-ce que pas besoin de passer par ton groupe là, ou le bootcamp et tout, là, tu peux présenter un projet directement aux gens? Donc, ils vont faire l'investissement direct par des gens qui n'ont jamais touché au Mila, c'est certain. Il y a évidemment beaucoup d'endroits qui ont des bonnes idées au Canada ou ailleurs. Donc, le Mila est un endroit où les deals potentiels vont venir, mais d'autres endroits sont tout à fait aussi légitimes. Le bout qui ne changera pas, c'est vraiment la thèse de dire le Venture Scientist, Deep, STEM, Technology, à la rencontre de l'IA de pointe. Donc ça on parlait de ce profil-là, cette bébête-là qui était au croisé là, de la recherche puis de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous cherchez le profil comme lui-même? Si c'est un chercheur qui arrive et qui a une super bonne idée, qui est incroyable, que lui, mais lui, s'il est vraiment un chercheur puis il ne sera jamais un entrepreneur, y a-t-il des matchs que vous faites entre OK, j'ai un bon entrepreneur qui peut l'idée cette personne-là parce que l'idée est tellement incroyable qu'on ne veut pas la laisser aller, ou c'est obligatoirement dans la même personne, le chercheur-entrepreneur, là, tu sais? C'est une excellente question parce que c'est quelque chose auquel ils n'ont jamais goûté pour la plupart d'entre eux. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment le profil entrepreneurial? C'est quoi les aptitudes nécessaires qui font en sorte que je peux devenir un bon entrepreneur? Et là, on est à peu près au milieu du bootcamp. Donc, au tout début, c'était des gens qui avaient de l'intérêt envers ça, qui ont des idées, qui ont une connaissance de leur discipline. C'est des chercheurs. Ce sont des gens qui ont presque tous terminé leur doctorat. Certains sont encore en train de faire leur doctorat. Donc, c'est vraiment ce profil-là. Et pour la plupart, ils n'ont pas d'expérience industrielle. Donc, ils n'ont jamais travaillé une job encore. Ils ont un profil purement académique. Et donc, je pense la première slide de toutes les choses dont je leur parle, c'est que la raison la plus commune pour laquelle des startups menées par des scientifiques meurent, c'est qu'ils ont bâti quelque chose de super cool dont personne ne veut ou personne ne veut payer. Donc, c'est quoi ta première job? C'est de trouver un problème. Et donc, pour trouver un problème, il faut que tu parles à du monde. Puis pour parler à du monde, il faut que tu sortes de ton réseau, il faut que tu sortes de ton labo, il faut que tu ailles cogner à des portes, il faut que tu rencontres bien les étrangers, il faut que tu sois capable de bâtir un certain rapport pour que ces gens-là te parlent de leurs problèmes, que tu puisses creuser plus puis comprendre vraiment c'est quoi la source du problème, c'est quoi qu'il y a au fond de tout ça. Et ça, pendant, disons, les premières quelques semaines ou mois, où la durée peut varier, mais
on découvre déjà leurs aptitudes, leur appétit, leur capacité à être à cette intersection d'un détective / psychologue avec des inconnus pour vraiment creuser leurs problèmes et comprendre c'est quoi la source de tout ça. Et il y en a pour qui on voit ils commencent à y prendre goût, ils disent « Hey, c'est vraiment le fun de faire ça, t'as vraiment du bon signal qui sort de ces conversations-là. » Et ils sont capables de mapper les problèmes qu'ils entendent avec « OK, il faut que le produit fasse telle affaire. » Et c'est là que la magie peut se passer. Fait que, jusqu'à ce qu'ils soient exposés à ce genre de tâches-là, ils ne savent pas s'ils aiment ce bout. Puis je parle évidemment d'un morceau, des 26 morceaux requis pour être entrepreneur. Mais ça, c'est un bon exemple parce qu'il y a beaucoup d'aspects entre gens, il y a beaucoup d'aspects cold call, il y a beaucoup d'aspects bâtir du rapport facilement, tout du côté du cerveau qui est beaucoup plus interpersonnel, qui est de façon cliché peut-être un peu moins la force de ce genre de profil-là habituellement. Mais il y en a qui prennent vraiment goût. Il y en a d'autres pour qui c'est du dur labeur. Mais ils voient l'importance et on voit des améliorations avec ce qu'ils sont capables de faire. Est-ce qu'ils sont naturels? Est-ce qu'ils vont devenir les meilleurs du monde? Non, pas là-dedans. Mais ce n'est pas nécessaire à ce stade-ci. Mais on voit déjà qui pourrait rester dans la chaise de CEO pendant un petit bout versus qui devrait probablement changer de chaise relativement rapidement. Puis ça fait partie de ce processus de découverte. Puis je vois ça à 100% avec toutes les entreprises qu'on rencontre chez Ventures. On se pose souvent cette question-là, de dire est-ce que cette personne-là a ou aime le travail requis pour devenir un CEO ou pas tant et il faudrait justement trouver quelqu'un d'autre. OK. Si la vision 10 ans de Ventures, vous voyez comme au niveau volume, combien d'entreprises vous pensez être capable de créer? Vous avez sûrement des chiffres là, par rapport à combien de startups, combien vont passer across the chasm, comme on dit, là, qui vont survivre, qui vont devenir des grandes entreprises de demain. Oui, fait notre objectif, qui est très ambitieux en ce moment, c'est d'atteindre une centaine de startups créées à travers tous nos programmes par année. 100 par année. Donc, Ventures a différentes branches. Donc, on a parlé un petit peu du bootcamp, qui est celle dont je m'occupe principalement. Il y a un programme qui s'appelle le fondateur en résidence, qui est conceptuellement de prendre un fondateur qui est externe au Milan, habituellement quelqu'un qui a déjà fait une business, quelqu'un qui a cette expérience-là, et qui cherche à faire une deuxième ou une troisième ou une énième business avec un profil plus technique, potentiellement en intelligence artificielle du Milan. Et donc, on regarde s'il y a un potentiel de matcher ce fondateur externe-là à quelqu'un au sein du Milan pour que ça puisse donner quelque chose après. Par exemple, là tu as plus comme un fondateur entrepreneur, serial entrepreneur, comme on dit, qui serait matché avec un chercheur. Là. Exact. Donc, exemple concret, dans le programme, il y a un gars qui s'appelle Craig Bunton, qui est le fondateur de Sportlogic, la compagnie qui fait toute l'analytique pour match de hockey de quasiment tout le monde en NHL. Et lui a terminé cette business-là. Il a commencé une deuxième business qui s'appelle Rise, qui est dans la robotique pour la construction automatisée de maisons. Et lui a tout le skill set business, mais il n'a pas le skill set technique. Donc, il est venu nous voir et on a trouvé des gens avec qui il pouvait se matcher. Et il y a un match avec des étudiants, une étudiante qui termine son doctorat, un professeur, et ils sont capables de faire quelque chose de très, 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 très cool maintenant. Donc, ça, c'est vraiment fondateur en résidence. OK. Après ça, il y a un autre programme qui s'appelle le Studio, qui est vraiment plus la version service complet pour des idées qu'on juge extrêmement prometteuses, où on va aider les chercheurs à vraiment faire un peu une version du bootcamp en très, 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 très accéléré, avec quelqu'un de notre équipe qui va les aider à aller traverser tous ces milestones-là. Fait des idées extrêmement intéressantes, comment empêcher les modèles de faire des hallucinations, comment être capable de prédire les nouvelles innovations scientifiques à venir dans certains domaines, vraiment des idées là, complètement flyées, des choses que tu dis « ça se peut pas », puis tu t'assois dans ces meetings-là, puis ils te montrent des choses qui te font exploser le cerveau. C'est un des grands bénéfices. C'est à quelle fréquence mon cerveau explose.
C'est une unité de mesure. Oui, 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 oui. Une unité de mesure de performance, c'est Oui, bon. exact. Fait qu'il y a une centaine de startups par année, c'est quand même beaucoup. C'est impressionnant. Ouais, Oui. Puis le dernier, la dernière branche ou le dernier ouais. programme est un accélérateur qu'on va mettre sur pied sous peu, qui est un peu dans le moule de certains grands accélérateurs du monde. Donc, un chèque assez important pour commencer au début de l'accélérateur en échange d'une participation en équité pour un certain nombre de startups à très haut potentiel. Donc, Fait que ça, c'est ceux qui sortent du cycle, là, qui ont survécu, en fait, au cycle, où là, ils ont besoin de plus grands capitaux pour grandir. Ils ont des preuves de concept, ils ont des clients, ils sont vraiment rendus à une autre étape là, de exactement. croissance de l'entreprise, là. En plein ça, en plein ça. Fait que Ouais, l'entonnoir, si tu veux, c'est comme ouais. il y a plein de programmes euh, qui sont plus une façon de goûter à l'entrepreneuriat comme scientifique. Donc ça, c'est des choses de 4 semaines, 8 semaines à temps partiel. Le but, c'est pas de créer une business, c'est de goûter à l'entrepreneuriat. Et ça, ce sont des façons d'activer un peu à moyen et long terme les gens pour qu'ils commencent à comprendre c'est quoi, est-ce que j'aime ça, voici ce qu'il faudrait que je pratique si je veux aller plus loin. Fait que ça, c'est le niveau 1 un peu de l'entonnoir. Niveau 2, c'est quelque chose comme le bootcamp, où là, c'est OK, 4 mois, full-time, tu bâtis ta business, on s'attend à ce qu'il y ait une startup à la fin qui soit vraiment excitante, pitch, demo day, investissement potentiel, etc. Et ensuite, en bas complètement de l'entonnoir, ben, c'est l'accélérateur. OK. Certaines startups du bootcamp vont peut-être se ramasser là, d'autres startups de l'extérieur, et c'est vraiment pour celles qui ont un momentum fulgurant et qui vont devenir les licornes de demain. Fait que ça, c'est un peu l'entonnoir de Ventures pour ce qui est des programmes quand c'est pas individuel. Hey, c'est super intéressant. On arrive à 30 minutes, que je considère l'attention span de la majorité des gens qui écoutent des balados. Fait que, je te remercie beaucoup. J'ai vraiment, t'as l'air vraiment passionné. Je pense qu'il y a un peu de job de rêve que tu as présentement. Et Ça, c'est très cool. Le poste affiché mentionnait quelqu'un qui avait fait une business, qui avait un doctorat et qui avait enseigné. Et je connais pas beaucoup de gens c'est pas qui ont facile. fait C'est pas trois facile à mandats. trouver. Donc je me disais, T'es il y aurait t'es une dû mettre espèce de son nom. licorne là-dedans, là, tu Ouais, sais. exact. Exact. Puis, tu sais, ça vient avec beaucoup de choses que j'aime faire, qui est l'aspect coaching euh, et l'aspect, tu sais, pousser l'innovation, tu sais. Puis dans les rencontres un contre un avec les participants du bootcamp, tu as vraiment la chance de pouvoir bâtir ce rapport-là avec l'entrepreneur. Tu te trouves à être la première personne qui croit en leur idée de façon significative. Et c'est le genre de support qui fait beaucoup la différence pour changer de mindset. Tu sais. Puis je ne fake certainement pas ça pour toutes les entreprises avec lesquelles je travaille. C'est vraiment un privilège de pouvoir voir l'innovation qui sort de leur tête et d'être capable d'aider à moduler ça et de les aider à recevoir moins de coups de poing d'en face que j'ai reçus quand moi j'ai fait ma run. C'est bon. Puis si des gens qui nous écoutent, là, ils se voient là-dedans, puis ils veulent participer, puis ils veulent peut-être éventuellement aller au bootcamp, puis ils se voient comme chercheurs entrepreneurs, sont soit étudiants à l'Université de Sherbrooke en doctorat en IA ou whatever. Comment on fait pour te rejoindre au MILA? Fait Ça que, fonctionne comment? oui, sur le site web du MILA, allez du côté Ventures, vous allez pouvoir voir les différents programmes avec une petite façon de sélectionner lequel s'applique à votre situation. Puis évidemment, vous pouvez me trouver dans le bottin du MILA si vous voulez me contacter directement, sinon sur LinkedIn, sinon on a toutes sortes d'événements qui se passent au fil des semaines et des mois, soit au MILA ou ailleurs dans la communauté startup à Montréal et un peu plus vaste. Hey Jonathan, c'est un privilège, un grand plaisir de t'avoir ce matin. J'espère que les gens qui nous ont écoutés, on a peut-être allumé une petite flamme à gauche, à droite, là, puis on va créer une couple d'entreprises ici de Magog ou en tout cas de l'Estrie,
d'aller saisir cette opportunité-là incroyable qui est en train d'être créée au Mila, qui, je le dis, c'est un bijou, c'est un joyau au Québec, puis d'avoir une organisation de cette ampleur-là qui rayonne à l'international, qui crée des entreprises incroyables. Je te remercie de ton temps aujourd'hui, puis on se reparle bientôt. Peut-être une deuxième épisode de Chercheurs-entrepreneurs. Bonne Ouais, chance. avec grand plaisir. Merci de l'invitation. Puis restez à l'affût des startups très cool qui s'en viennent sous peu. Ah oui, on va rester à l'affût. Bye, bonne journée. Bonne journée. Décodilla a été présenté en collaboration avec nos partenaires Desjardins, le CAE, Mainfrey Magog et Service Québec. Les voix entendues à l'introduction ont été générées par l'intelligence artificielle. Parce que mettre l'IA au service de votre entreprise, c'est ça le vrai pouvoir.